Nous sommes ensemble à nouveau pour 50 minutes de table ronde qui sera animée par Freddy Tiburce, cofondateur et dirigeant de Manger du Sens, et ses invités sur la thématique de 48 heures InTech, un événement porté par GL Event qui se tiendra du 4 au 6 novembre prochain ici même à Rennes. GL Event, qui organise l'UCFIA depuis 28 ans, propose ce nouveau rendez-vous dédié aux solutions digitales destinées aux professionnels, une démarche prometteuse dont vous découvrirez en avant-première et beaucoup plus en détail ici à l'Agora de l'UCFIA. Je vous souhaite une très bonne rencontre. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous accueillir pour cette présentation de 48 heures InTech, des solutions digitales utiles à ma société et à la société. Nous en parlons d'ici quelques instants et j'ai grand plaisir à convier les différents invités à me rejoindre. Je vais les appeler, ça va être plus simple comme ça. Vous allez faire connaissance avec eux, ça sera beaucoup plus intime pour la suite de nos échanges. Julie Voyer, vous êtes directrice des salons industrie de GL Events et vous êtes l'initiatrice de 48 heures InTech, des solutions digitales utiles pour l'entrepreneuriat et la société. Honneur aux femmes également, Lucie Baudouin, vous êtes directrice exécutive de Galileo Global Education et vous dirigez à Rennes Rénéo Campus et au niveau national Digital Campus. Nous y reviendrons. Vous êtes une héroïste convaincue, paraît-il, Lucie, et engagée. Vous mettez votre énergie et votre enthousiasme au service de projets innovants. Vous confirmez ? Laurent Cochet, cofondateur de SICTEAM, développement web et mobile, avec une expertise en développement web d'applications mobiles. Et vous, Laurent, vous êtes technocentrique, c'est exact? Bon, pour le moment, le casting est pas mal, hein. On poursuit avec Guillaume Jimenez, le Marseillais de l'étape, fondateur de 2GI Technologies. Et vous, vous intervenez dans le domaine de, vous m'avez dit, de l'informatique industrielle, mais plus précisément, vous accompagnez la digitalisation des processus industriels. On en parle dans quelques instants. Julien Noroa, directeur exécutif de BPI France. Vous êtes en charge de la direction de la communication. Vous êtes aussi à la tête de WeDoWiz, un média en ligne dédié aux entreprises de start-up. Vous avez été en tête, pardon. Je sais pas, j'ai mal relu mes fiches. Vous avez été à la tête de cette start-up, donc vous connaissez cet univers-là tout particulièrement et vous avez à cœur de mettre à l'honneur les différentes communautés de la French Tech, la French Lab, la French Tot, la French Care et le Coq Vert. Vous allez nous éclairer sur ces nombreuses initiatives. Éric Chalambelval, vous êtes président du MEDEF 35 et président de la Feuille d'Érable. Vous me permettrez de dire que vous êtes responsable, et pas que sur le papier, si je rebondis sur votre signature de la Feuille d'Érable. Vous êtes précurseur sur l'économie circulaire et l'entreprise inclusive. Vous avez aussi, avec vos responsabilités, une vision à 360 de la maturité digitale des entreprises, et ça sera au cœur de nos échanges. Beau casting. Chère Julie Voyer, 48 heures InTech, vous nous en dites un petit peu plus? Alors, bonjour à tous déjà, merci beaucoup d'être présents aujourd'hui. Oui, 48 heures InTech, c'est une histoire qui s'est construite dans le temps, avec avant tout, et tu le disais en introduction, une expérience très forte, puisque nous, on vient du monde de l'industrie. Je crois que le CFIA en témoigne parfaitement aujourd'hui. C'est en accompagnant depuis de nombreuses années, moi pour ma part personnellement, ça fait 17 ans que je suis dans le groupe GL Events, l'ensemble des problématiques, des préoccupations des industriels, en étant sur le terrain, qu'on a commencé à sentir cette puissance de la transformation du numérique. Et mon métier, c'est d'être au contact, c'est d'accompagner, c'est de créer des passerelles, c'est de créer des ponts, et c'est de faire en sorte de mettre en lumière les sujets pour que toujours les entreprises continuent à vivre, à être compétitives, à se développer, et que toutes les transformations, nous on essaye à notre échelle aussi d'apporter des clés. Ça joue à l'échelle de territoire,
Ça joue à l'échelle nationale, bien évidemment, et des fois en dehors la France aussi. Mais c'est un moment aussi qu'on a créé parce qu'on s'est accompagné d'experts. Freddy, qui ne s'est peut-être pas présenté, je tiens quand même à vous le signaler, c'est aussi la personne qui m'accompagne et qui accompagne les équipes au quotidien sur le terrain, justement pour faire des développements et pour réfléchir à comment on va encore plus loin et comment on fait en sorte d'être crédible sur nos sujets. Donc, il est un de mes experts de la transformation digitale pour 48 heures. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Et dans l'univers alimentaire, donc c'est plutôt à propos avec le CEFIA. Et donc vous l'avez compris, c'est aussi s'accompagner d'experts. On prend le pouls, on sent une tendance, on voit comment un marché évolue, on s'accompagne des expertises et à un moment donné, on arrive à faire naître un événement. 48 heures InTech, il a une grande promesse très forte. On nous a dit ambitieuse. On nous a dit généreuse, on nous a dit qu'il fallait aussi qu'on ose. C'est qu'on veut faire en sorte de proposer des solutions utiles à ma société, c'est-à-dire à l'ensemble des professionnels, quel que soit leur secteur d'activité, et aussi utiles à la société. Le numérique, il bouleverse tout. Il change nos habitudes, il change nos façons de travailler, il change nos façons de vivre, il change nos façons de consommer. Mais il bouscule aussi l'entreprise et la façon dont elle doit se réinventer. Et il est la composante aussi indispensable à sa pérennité. Alors on a bossé, on a fait des benchmarks, on a travaillé, on est allé regarder ce qui existait. Il y a beaucoup de choses, énormément de contenu sur le numérique. Il y a de très belles initiatives partout, à l'international. Je crois qu'il y a un événement à Austin là, en ce moment d'ailleurs. Il y en a aussi bien sûr en France, on ne l'oublie pas, on a de très beaux étendards. Et il y a quelques émergences aussi dans les territoires. Il y a beaucoup de richesses de contenu et il y a beaucoup besoin aussi de pédagogie et d'évangélisation. Mais nous, dans notre cœur de métier, c'est-à-dire faire en sorte qu'à un moment donné, on présente des solutions concrètes, qu'on fasse... comme le fait aujourd'hui très bien le CFIA, ce moment où on fait une pause sur toutes les innovations, toute la richesse en fait de l'offre qui est présentée sur la tech en particulier. Ben, pour ça, il faut un rendez-vous, il faut un salon, il faut un moment où les gens se posent, un moment où les gens présentent pourquoi ils ont innové, pourquoi ils ont fait ces projets. Et ces cas d'usage et ces différentes illustrations de leur savoir-faire et de leurs solutions, ben, elles se présentent dans le cadre d'un événement professionnel. Mais comme le numérique n'a pas uniquement la composante, bien évidemment, de faire en sorte de montrer des solutions et qu'il faut qu'on aille plus loin, quand on a pensé cet événement, on s'est dit on va réunir des acteurs clés, à la fois la partie vraiment front office et la partie back office, mais on va aussi réunir l'écosystème qui fait pousser, qui fait naître à la fois les entreprises, les compétences, qui les protège aussi, qui les accompagne aussi dans les risques et qui fait en sorte de leur faire le pas d'après pour qu'elles soient pérennes dans l'avenir. Et on s'est dit, ça va être vraiment les composantes phares de 48 heures, parce qu'il nous faut un salon. Tu me dis si je parle trop, si tu veux me poser des questions. Non, c'est très bien. Alors les composantes phares, et puis ensuite on va faire réagir... notre joli casting sur les enjeux de la tech utile à ma société, à la société. Mais les 4 composantes phares, les 4 ingrédients clés de la recette 48 heures InTech, quels sont-ils ? Et donc vous l'avez compris, c'est d'abord un salon, parce que c'est notre cœur de sujet, donc c'est valoriser cette offre. Mais on s'est dit, quand on a une promesse aussi forte que celle-ci, il faut qu'on aille loin, il faut qu'on engage tout le monde. Donc on s'est dit, on va commencer par mettre en avant l'innovation. On va lancer un grand défi national et on va faire en sorte que toutes les initiatives utiles à ma société, donc là où les professionnels, les acteurs vraiment dédiés aux solutions de la tech et du digital et du numérique vont faire en sorte de pouvoir montrer leurs innovations et concourir. J'insiste parce que comme on est utile et comme on cherche à être entre guillemets ouvert à tous, on est gratuit. Donc ce défi il est gratuit pour les professionnels qui veulent être utiles à ma société. Mais on s'est dit il faut embarquer la jeunesse, il faut embarquer les académiques, il faut embarquer tout l'écosystème et même les citoyens aussi qui ont des idées, qui ont envie un peu de faire bouger les lignes et qui potentiellement, on le sait, il y en a qui dans leur garage ont fait des prouesses. Ces gens-là, à un moment donné, on les veut aussi et on veut les mettre en lumière sur 48 heures InTech. Donc on s'est dit, là, ce sera la brique utile à ma société et ce sera la deuxième composante du défi. Donc un défi qui se lance la semaine prochaine à l'occasion d'un grand rendez-vous qui est Global Industries, dont j'ai la chance de m'occuper et qui aura lieu à Lyon. Et ce starter-là, c'est jusqu'aux veilles de salon, j'allais dire, où on va pouvoir avoir après la découverte du millésime. Parce qu'on s'est dit, on a des innovations, mais les innovations, il faut donner à voir de ces innovations. Donc on va créer la nuit de la tech. Et à l'occasion de la nuit de la tech, vous allez avoir tous les projets lauréats qui seront présentés. Mais vous aurez aussi des figures, à la fois des professionnels, à la fois des chercheurs, à la fois des philosophes, à la fois des personnes de la société civile aussi, des jeunes, des hommes, des femmes, bref, tout le monde, parce qu'on s'adresse à tous,
qui seront là aussi du coup pour inspirer et pour, j'allais dire aussi, créer ces moments de partage en parallèle de toutes les innovations qui seront présentées pendant cette fameuse nuit. C'est ce kick-off de 48 heures et c'est pourquoi le projet s'appelle 48 heures, parce qu'il commence le 4 novembre. Ensuite, vous avez les 2 jours du salon, ça vous connaissez, je ne vous présente plus, je viens de vous le dire. Et entre les deux, parce qu'on est quand même des mondes de l'événementiel, c'est quand même des gens qui aiment partager, qui aiment vivre, qui aiment avoir ce moment de convivialité, on fait la fête. Et là, on plonge dans les arts et la tech, parce qu'on veut aussi valoriser les industries créatives et culturelles, et parce qu'aussi on veut ouvrir à tous, bien sûr aux professionnels, mais pas seulement. On veut s'adresser à la Bretagne, aux Rennais, et on veut faire en sorte que vous puissiez faire la fête tous ensemble, en ayant à la fois des espaces immersifs, expérientiels qui peuvent se vivre pendant l'événement, et aussi en vivant des shows artistiques dans le cadre de cette 4e séquence. Merci Julie. Nous avons le casting. Nous avons rapidement planté le décor. Et vous avez bien entendu 48 heures InTech. 4 événements qui s'imbriquent les uns aux autres avec des défis de la tech, avec une nuit de la tech, avec un salon de la tech et avec une nuit de la tech. Nous avons le casting, le décor. Nous allons rentrer dans les coulisses de nos intentions. Ces intentions, elles portent sur 2 gros enjeux. Utiles à ma société, donc utile à l'entrepreneuriat, et utile à la société, donc les solutions tech qui façonnent le monde de demain. Pour éclairer ces 2 grands enjeux, c'est assez nouveau d'aborder de manière concomitante la tech utile à ma société et à la société. C'est une première, et c'est ce qui fait l'originalité de cette initiative dans un foisonnement de communautés existantes autour de la tech. Lucie Baudouin, peut-être déjà avant de vous faire réagir sur 48 heures InTech, peut-être nous resituer, vous qui êtes à la tête d'école où on forme les compétences utiles à la tech pour le coup, peut-être nous dire un petit mot, votre vision à la fois des enjeux et nous dire comment Digital Campus répond à ces enjeux de formation tout particulièrement. Bonjour à tous. Alors c'est vrai que moi j'ai la casquette enseignement supérieur ici. C'est assez amusant en fait parce que nos étudiants à Digital Campus, c'est plusieurs milliers d'étudiants en France. 80% sont en apprentissage dans des entreprises. Et aujourd'hui, l'enjeu c'est que ça reste des apprentis. Mais souvent, les entreprises qui viennent les recruter en apprentissage les considèrent comme les sachants. Parce que c'est la nouvelle génération, c'est la génération Z. Ils ont déjà peut-être intégré la transformation digitale des outils et en fait, ils deviennent le sachant en entreprise et celui qui va, ou celle qui va insuffler eh bien, le nouveau virage peut-être de la transfo, les nouveaux outils, la nouvelle méthode et en ça leur donne une responsabilité quelque part qu'on doit nous accompagner en tant qu'établissement bien sûr. Et voilà, donc j'ai entendu le mot apprentissage, j'ai entendu le mot éducation. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut accompagner, la transfo, et c'est un peu notre rôle aujourd'hui. Il y a toujours le même intérêt, le même engouement pour les métiers de la tech ? En fait, dans les écoles Digital Campus, il y a une curiosité générale. Ce sont des étudiants qui sont agiles, qui sont curieux. Donc en fait, c'est les rencontres. Je dirais que les métiers de la tech, oui. Si la personne, si la rencontre, si ça match, s'ils ont en face, eux, quelqu'un de passionné, d'inspirant, évidemment. Mais ça concerne tellement de secteurs qu'aujourd'hui, on ne peut pas limiter ça à la tech. Merci Lucie. Laurent Cochet, vous êtes le cofondateur de SIG-Team. Donc votre métier, c'est le développement web, c'est le développement d'applications mobiles. Un petit mot sur votre entreprise et sur votre vision de cet environnement lié à la tech. Comment vous percevez ça ? Alors, nous, on est une entreprise de services numériques. Notre métier, c'est de développer des solutions pour nos clients. Et aujourd'hui, comment on appréhende ça ? C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui dans 48 heures InTech, c'est ma société et la société. La société,
au sens large, c'est que nos équipes, elles doivent avoir du sens quand elles développent un outil pour nos clients. Et sans ce sens, eh ben, effectivement, on fait de la tech, c'est cool, c'est fun, c'est technique, mais on perd l'objectif qu'on avait au début, c'est-à-dire rendre service, en tout cas apporter un service supplémentaire à nos clients, que ce soit de la performance économique, mais aussi du sens dans leur métier. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ce qu'on fait avec nos équipes, et c'est comme ça qu'on les fidélise, qu'on les garde et qu'on les fait progresser, c'est quand on se dit, bah, ce projet-là, il va apporter ça à notre client. Il va se permettre de se développer à l'étranger, d'avoir des meilleurs revenus, du coup des meilleurs salaires dans ses équipes, potentiellement de simplifier des tâches qui étaient peut-être réparbatives, peu intéressantes, etc. Et c'est ça qui donne beaucoup de sens à nos équipes, plus que la tech elle-même, parce que comme tes étudiants, ils sont curieux naturellement et la tech pour la tech, c'est génial. Mais je pense qu'ils prennent vraiment plaisir quand on sait que ça apporte du sens derrière et que bah, derrière, c'est pas juste un outil technologique de plus, mais que ça amène quelque chose au long cours pour nos clients. Merci. Donc l'importance du sens et de la tech et le sens peut-être comme trait d'union de l'utilité à ma société, à la société. Guillaume Gimnet, je pense qu'en tant que patron de GI Technologies, vous n'êtes pas très éloigné de cette vision du sens et de l'importance de l'humain. Oui, oui, bonjour tout le monde. Donc effectivement, hein, un peu comme mon confrère, pardon, oui. Nous travaillons directement dans l'industrie. Les objectifs de nos clients, c'est d'atteindre des points de croissance, des points de production, de la qualité ou de la sécurité. Et par rapport à ces cahiers des charges, nous mettons en œuvre des systèmes digitalisés, on va dire, qui vont permettre de créer le lien entre le process de production et ce gain de performance lié au client, quoi. Voilà. Donc je suis plus dans ma société que la société, c'est-à-dire que ma société, c'est pour moi plus des objectifs de performance que la société en général qui, à mon avis, après est hérité de cette digitalisation de ma société. On re-questionnera ça tout à l'heure. Merci de votre éclairage. Julien Leroy, je suis très impatient d'avoir à la fois un petit mot sur cette diversité de coques de toutes les couleurs, un petit mot sur BPI en particulier. Il y a d'ailleurs un coq bleu juste derrière nous avec la French Lab. Peut-être clarifier pour le public quelle est la nature et l'objectif de chacune de ces communautés avant d'une vision un petit peu plus globale sur BPI et sa vocation. Alors je vais faire l'inverse. Je vais commencer par la vision de BPI et puis rentrer. Comme vous le sentez. Bon, BPI France, c'est donc la banque publique d'investissement. Donc nous, on est un peu notre société et la société puisqu'on représente le soutien à l'économie française d'à peu près l'ensemble des dispositifs d'État, des régions et puis de ce qu'on peut faire nous en propre. Si je résume notre métier, c'est d'accompagner tous les entrepreneurs de France à devenir des championnes ou des champions, quel que soit leur niveau. On finance toute l'économie française, du créateur d'entreprise jusqu'à nos investissements dans le CAC 40. Ça, on le fait par beaucoup de leviers différents. On investit, on finance, mais on a aussi une grande école qu'on appelle les accélérateurs. On a 900 dirigeants par an qui rentrent dans nos accélérateurs, qui font 10 millions de chiffre d'affaires et qui passent à 100, 200, 300 millions de chiffre d'affaires. Donc ça, on les remet sur les bancs de l'école, on les accompagne. Et si je dis ça, c'est aussi pour montrer notre capacité à mettre des entreprises en transition et à faire le lien sur le digital. Alors juste avant, puisque vous m'interrogez sur notre petite basse-cour de coq BPI France. En 2013, on a créé la French Tech avec le ministère pour faire briller le savoir-faire et les talents de nos startups françaises à l'international. On a tous vu ces grands mouvements à Las Vegas avec le futur président de la République à l'époque qui allait avec le coq rouge et nos startups brillaient à l'international. Et en fait, ce coq, il a créé un groupe qui a commencé à s'entraider, qui s'est déployé sur tout le territoire avec des French Tech locales. On a une French Tech rayonnante ici et qui a permis à toutes ces startups finalement ensemble collectivement de se développer. Et très vite, 2 ans après,
un industriel est venu nous voir, pas très loin de Laval, avec ce coq qui est derrière là, et c'est pas nous qui l'avons mis, c'est Jassir, hein, ou c'est Nufer, je sais, qui l'a installé, en nous disant c'est bien la French Tech, c'est bien la tech, mais nous aussi on veut notre étendard, on représente les industriels de France, on a des enjeux, on a envie de montrer au pays ce qu'est l'industrie aujourd'hui, donc est-ce que vous pouvez nous aider à animer la French Fab? Et donc ça a fait d'autres petits, le coq vert pour les entreprises en transition éco, le coq blanc pour la French Care, la French Touch, tu parlais des industries culturelles et créatives, le coq orange. Donc tous ces coqs, en fait, l'enjeu derrière, il n'y a pas que des coqs, hein, il y a aussi des clubs, des communautés, c'est de pouvoir répondre de manière héroïste, parce que vous disiez que Lucie était très héroïste, on est très héroïste aussi, mais pas héroïste pour BPI France, mais pour les entrepreneurs. On veut répondre de manière très, très héroïste à leurs enjeux en particulier. Et donc pour le faire, on peut pas, tous les entrepreneurs n'ont pas les mêmes enjeux, il fallait qu'on crée des groupes, des communautés, des clubs, soit par secteur d'activité, soit par stade de maturité. Donc on l'a fait, on a des clubs très actifs aujourd'hui, et ces clubs c'est des étendards en fait, c'est le pays, c'est le drapeau, c'est un hymne, hein, comme une équipe de foot, c'est un hymne, c'est des collectifs d'entraide, d'animation et de réponse à des enjeux forts des entrepreneurs. Alors la digitalisation c'est un enjeu majeur, et ce qui est intéressant avec la digitalisation, et je fais exprès de dire digitalisation et pas la tech, c'est que c'est transverse. C'est comme le climat. Et d'ailleurs, la digitalisation est souvent au service du climat aujourd'hui. Donc nous, chez BPI France, on a un soutien à l'innovation très fort qu'on a toujours eu depuis 2013. C'est un métier chez nous, l'innovation. L'année dernière, on a mis 5 milliards sur l'innovation chez BPI France. Mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire bien sûr financer la tech, financer les startups émergentes. Ça veut dire soutenir les fonds d'investissement. Aujourd'hui, on a 7 fois plus de fonds disponibles pour les startups en France qu'en 2013. Donc c'est un écosystème qui grandit, qui s'enrichit, qui permet aussi de soutenir des projets de grande ampleur, hein, de la startup naissante à Mistral qui vaut 6 milliards aujourd'hui. Donc tout l'écosystème de fonds d'investissement est soutenu, en tout cas majoritairement par BPI France. Et puis après, et c'est important de le dire, et je pense que ça va être un des enjeux de 48 Heures InTech, on a pour enjeu aussi d'accompagner toutes les PME, toutes les ETI de France à se digitaliser. Et se digitaliser, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. C'est un peu comme la transition écologique, j'aime bien faire le parallèle. Quand on vous dit fais ta transition éco, on ne sait pas si c'est trier ses ordures ou si c'est électrifier toute son industrie. L'entrepreneur, parfois, il a du mal à mettre le pied dans le mouvement. Et nous, on s'est donné pour mission d'accompagner un maximum de PME ETI à comprendre comment la digitalisation de leur entreprise allait pouvoir finalement les rendre plus vertueuses. Donc leur permettre de gagner en productivité sur leur chaîne de production pour les industriels, permettre bien sûr d'optimiser ses fonctions transverses, permettre de conquérir des marchés par le digital, la vente en ligne et autres. Enfin, en fait, on va pour chaque entreprise essayer de faire des diagnostics de l'état de l'entreprise par rapport à sa digitalisation et puis derrière de l'accompagner. On est le plus gros cabinet de conseil aux PME en France aujourd'hui, BPI France. Donc on a des consultants dans toute la France qui vont accompagner les PME, les mettre en transition et les matcher avec les startups de la tech, bien sûr. Et là, on va faire le lien entre les startups soutenues, le tissu PME ETI magnifique qu'on a en France, les talents d'ingénierie aussi. On est très bien formés en France. Tu parlais de South by Southwest à Austin qui se passe en ce moment. J'y vais vendredi. Quand on y va, on est fiers parce qu'on se rend compte que tous les CTO des GAFA sont des Français. On se rend compte qu'il y a beaucoup qu'on forme des talents exceptionnels en France et surtout depuis l'année dernière, c'était pas le cas avant. On parle des startups françaises aux États-Unis, dans les startups qui font modèle de futures licornes dans le monde. Donc ça, c'est de la fierté. On a des talents incroyables en France, on a des ingénieurs exceptionnels, on est très bien formés dans le pays. Tout ce monde-là, on veut le mettre au service des PME ETI françaises et puis soutenir la tech, mais au service de l'ensemble de l'économie française. Merci Julien, très, très clair, très, très dense, très prometteur. J'imagine, Éric Chalon-Belval, lorsqu'on est président du MEDEF et qu'on entend un hymne à l'entrepreneuriat de la sorte, on se réjouit. Oui, je suis ravi que BPI accompagne les entreprises parce qu'effectivement, elles ont souvent besoin de ce coup de pouce-là pour rentrer dans la transition digitale. Vous savez, nous, le MEDEF, on représente 95% de PME. Hein. Le grand public qui imagine toujours que le MEDEF, c'est le CAC 40, c'est des gens qui sont hors sol. Mais non, le MEDEF, c'est 95% de PME. Donc moi, dans mon bureau, tous les jours, qui je vois, le patron d'une PME locale et qui me dit, mais comment j'assure ma transition digitale? Qui c'est qui peut m'aider? Parce que ce qui est très drôle parfois, c'est qu'on voit que les salariés chez eux sont plutôt
en avance sur ces sujets-là. Enfin, ils le mettent en place. C'est comme le déchet, d'ailleurs. Ils trient bien les déchets à la maison. Et dans l'entreprise, on trie mal le déchet et on ne fait pas la transition numérique. Il y a un truc bizarre, enfin, il y a une espèce de fossé entre les deux. Donc il faut qu'on arrive évidemment à emmener toute la société qu'est l'entreprise. Et c'est drôle d'ailleurs comment l'entreprise, on dit société au sens juridique et société au sens humain. C'est les deux. Donc il faut que le dirigeant, il emmène toute l'entreprise dans cette transition. Parce qu'une partie des salariés ne sont pas toujours conscients de l'énorme révolution qui est en train de se passer. Révolution pour l'entreprise, mais révolution aussi pour leur poste de travail. Et on le disait ce midi, les médias ont un rôle sans doute assez complexe aujourd'hui, c'est qu'ils sont en train de jeter une vision négative en disant tout le mal que va nous apporter la transition et notamment l'IA. Et en réalité, quand on regarde les choses un peu plus froidement, comme Internet d'ailleurs, c'est-à-dire qu'évidemment, il y aura des effets nocifs comme des effets positifs, mais c'est une vague contre laquelle on ne pourra rien. Donc il faut l'accompagner, il faut qu'on soit présent, nous, en tant que dirigeants, il faut qu'on aide nos salariés à se former. Et je disais à mon assistante il n'y a pas si longtemps, parce qu'on a lancé une formation IA au sein de l'entreprise, mon but avec cette formation n'est pas de te dire après, tu ne sers plus à rien dans l'entreprise. Elle est de te dire, demain, je te soulage de cette sacrée compte-rendu de réunion dans lequel tu te concentres et tu ne peux pas participer à les réunions parce que tu es concentré sur taper les choses. Demain, enfin c'est aujourd'hui, pas demain, avec l'IA, c'est la bécane qui va le faire à ta place et tu vas devenir partie prenante de cette réunion. Et quand l'IA va te permettre de sortir tous les chiffres que tu compiles tous les mois dans notre métier, sur les prix des matières qui a un cours international, au lieu de passer 3 jours à faire ça, tu vas passer quelques minutes et donc tu vas te concentrer sur ton cœur de métier qui te donne beaucoup plus de valeur ajoutée et qui te réjouit toi davantage. Donc c'est ça qu'il faut que nous, dirigeants, on explique aux salariés. C'est contrairement à ce que nous racontent bêtement les médias, c'est que ça va être une sacrée révolution positive si on est d'accord pour que ça soit une révolution positive. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Merci. Peut-être juste, Julien, si vous voulez rebondir sur l'IA, je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit. C'est pour ça qu'on va investir autant sur l'IA en France. Hein. On a annoncé il y a 3 mois 109 milliards d'investissements au niveau national, 10 milliards par BPI France. Et toujours pareil, pour bien sûr financer les startups IA, mais aussi pour pousser les entreprises à l'intégrer. Juste pour illustrer, quand l'IA est arrivée quand même assez vite, alors elle existe depuis longtemps, là, l'intelligence artificielle. Hein. Mais ce qui a fait la différence, c'est l'intelligence artificielle générative avec ChatGPT qui est arrivé il y a 3 ans et tout le monde s'est dit qu'est-ce que c'est que ce truc et très vite les collaborateurs se sont mis à l'utiliser discrètement. Moi je me rappelle il y a 3 ans j'ai rassemblé l'ensemble de l'équipe, j'ai mis un expert IA qui leur a fait une démonstration des usages et je leur ai dit mais surtout dites-le et on va le valoriser et on va vous pousser à le faire. Et un exemple assez parlant, c'est on a un événement tous les ans qui s'appelle le Big sur lequel on fait un teaser. Quand on fait un teaser en événementiel, généralement on prend un peu le best-of de l'année dernière et puis on met et puis on essaie d'amener les gens à venir l'année prochaine. Là on a décidé de faire un teaser complètement en IA. Et ben on a mis les mêmes moyens humains, on a mis le même budget, on a mis le même temps à le faire. La seule chose, c'est que ça a permis en effet d'aller plus loin, de faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire et d'exprimer une créativité beaucoup plus grande. Donc il faut bien entendre que ce sera utile partout. C'est la même révolution qu'Internet en 95, l'IA qui arrive aujourd'hui. Il faut l'intégrer, il ne faut pas en avoir peur. Et de la même manière que pour le digital, l'IA fonctionne dans toute la chaîne de production. C'est pas de l'IA juste pour répondre aux mails commerciaux de manière négative. L'IA sert à optimiser sa chaîne de prod, l'IA sert à faire sa transition éco, sert à la gestion des sols quand on est dans la grille. Enfin, on peut mettre de l'IA partout et il faut le faire. Vous avez raison, gardez le micro encore quelques instants. J'ai 2 autres questions sur lesquelles je voulais vous solliciter l'un et l'autre, mais vous avez raison de sensibiliser l'un et l'autre sur l'importance de l'IA au service de l'humain, de conditions de travail améliorées, de tâches ingrates dont on se déleste, etc. Il y a un autre sujet sur lequel je pense que vous pouvez éclairer l'Assemblée, c'est le niveau de maturité digitale des entreprises. Eric, vous nous dites, moi j'ai 95% de PME. Lorsqu'on dit que les TPE et les PME sont moins en avance dans leur transformation digitale que les ETI ou les grandes entreprises, c'est avéré, c'est démontré ? Alors, j'ai pas de chiffres scientifiques à vous donner sur le territoire.
c'est du ressenti sur... Je pense que c'est une question de budget aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, comme on a un budget formation, comme on a un budget sur la transition, évidemment un grand groupe va être beaucoup plus équipé tout de suite pour pouvoir former tous ses salariés à cette transition, et une PME, si elle n'en a pas la volonté, elle va sans doute être décalée. Moi, ce que je constate ici, et je ne parle que du territoire que je connais bien, qui est l'Ille-et-Vilaine, c'est plutôt la très grande appétence des dirigeants pour ça, dans les PME, et l'envie d'y aller. Et l'envie d'y aller en allant vers des professionnels pour pas prendre la mauvaise direction et tomber dans les écueils. Donc, d'ailleurs, quand on a fait des plénières, nous, MEDEF, des deux dernières années, on était très centrés sur ces sujets-là et on a eu pléthore de public. Et alors, beaucoup de retours extrêmement positifs. Quand on a parlé beaucoup de cybercriminalité, j'ai beaucoup de PME qui m'ont dit mais tout ce que vous nous avez, les exemples concrets que vous nous avez donnés m'ont permis d'appeler des prestataires extérieurs en disant viens me faire un audit parce que j'ai trop peur de ce qu'on m'a raconté dans cette plénière du MEDEF, avec des cas concrets, des gens qui ont failli crever et d'autres qui sont crevés d'ailleurs de la cybercriminalité. Donc eux, ils sont très engagés vers ça, ils savent que de toute façon c'est à la fois une source de rendement demain pour l'entreprise, de performance économique évidemment, mais c'est aussi diminuer les risques. Donc forcément, ils vont vouloir y aller. Et moi, je les trouve, comme souvent, ici sur le territoire, tout à fait engagés et ayant envie de prendre le virage au bon moment. Merci. Julien, un éclairage peut-être sur ce niveau de maturité digitale? Oui, il y a un chiffre qui circule, 30% de TPE-PME n'auraient même pas de site internet. Bon, moi je suis assez d'accord, c'est quand on voit, on a la chance d'être tout le temps sur le terrain, dans des PME de tout secteur d'activité. Toutes les entreprises se sont digitalisées d'une manière ou d'une autre aujourd'hui. Après, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que c'est par quel bout prendre les choses et en quoi ça va m'être utile. Certaines entreprises vous diront j'ai pas besoin de site internet. Ça va choquer la moitié de la salle ici, mais la réalité c'est que certaines boîtes marchent très bien, n'ont pas de site et ça va bien pour elles. C'est pas pour ça que dans leur chaîne de prod elles sont pas complètement robotisées, qu'elles n'ont pas intégré une tech à toutes les étapes de leur process de production. Donc il y a des questions qui se posent. Je pense que le sujet de la tech aussi, c'est qu'on nous vend aussi des choses qu'on ne comprend pas. Et ça peut coûter très cher de digitaliser son activité, digitaliser son entreprise. Et c'est là que revient, à mon sens, la force de l'accompagnement. Il faut des bonnes entreprises, des bons intégrateurs, des bonnes entreprises digitales qui vont vous conseiller, vous accompagner, comprendre vos besoins, savoir identifier votre chaîne de prod de bout en bout, de la matière première au client final, et vous dire bah, là tu peux mettre digital, voilà ce que ça va t'apporter concrètement par rapport à ce que ça te coûte. Et puis s'initier un peu soi-même en tant que dirigeant à la manière dont on intègre du digital, parce que ça peut vite être complexe. C'est un peu comme aller au garage quand on connaît rien à la mécanique, on peut nous dire ce qu'on veut. Donc ça peut être un peu ça. Donc c'est pour ça que c'est important d'être bien accompagné. Mais à côté de ça, ça peut être tellement vertueux pour l'entreprise et que ce soit pour le business, mais aussi pour la transition écologique de l'entreprise, parce que la tech sert clairement la transition écologique des entreprises aujourd'hui. Très bien. Guillaume, un exemple concret justement de digitalisation des process industriels, c'est votre cœur de métier. Est-ce que vous pouvez nous traduire ça en un cas d'usage ou un retour d'expérience? Oui, déjà, je rebondis sur l'effet méconnaissance. C'est-à-dire qu'effectivement, souvent, des directeurs d'usines, d'opérationnels ont la tête dans le guidon et n'ont pas forcément de veille technologique sur l'IA ou les prédictions ou l'automatisation ou autre. Et effectivement, on s'aperçoit qu'il y a un fossé entre ce qu'ils peuvent lire à travers les médias et différents supports et ce qu'ils pourraient faire ou ce qu'ils voudraient faire en termes d'optimisation, de traçabilité digitale au niveau de leur process. Et effectivement, on se rend compte que il y a une culture et un fossé énorme technologique entre notre monde, qui est l'intégration, donc on a les mains dedans, et le monde de l'information, l'intelligence générative par rapport à l'intelligence de procédé. Et donc, on s'aperçoit qu'on passe par une phase de formation
de montée en compétences où on explique concrètement ce qui se passe dans la digitalisation d'un procédé industriel avant de parler d'IA, de prédiction, de diverses technologies qu'on peut entrevoir. Autrement dit, à quoi ça sert avant de se dire qu'est-ce qu'on mobilise comme... Il y a cette appropriation de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du même sujet? Est-ce que c'est le vrai sujet dont on est concerné? Et dès lors où on a passé ce cap, déjà, on commence à aboutir à une première conception, à une première idée de la valeur ajoutée que peut apporter la digitalisation dans une usine. Et là, on commence à toucher du doigt tout ce qui est l'intérêt de la digitalisation. Alors, la digitalisation, pardon, on parle beaucoup d'IA, etc., parce que c'est actuellement, c'est l'actualité, mais il y a aussi le capteur d'une information à un moment donné, il y a aussi l'automatisme, il y a aussi l'informatique industrielle, il y a aussi la connexion vers des ERP, il y a aussi le cloud, il y a toute cette chaîne-là dans les process industriels, et c'est pour ça qu'on revient à l'état de formation, l'état de l'art de la digitalisation pour pouvoir discuter concrètement de ce qu'on peut mettre en œuvre, de ce qui est la digitalisation et avoir des objectifs beaucoup plus importants, précis et mesurables aussi dans le temps, dans notre intégration, quoi. Voilà. Merci Guillaume. Toujours dans cette logique, on poursuit les chaînons de la tech ou de la digitalisation utile à ma société ou à l'entrepreneuriat. Laurent Cochet, vous dans vos activités, un cas d'usage sur ces applications que vous mettez au point, c'est quoi la demande? À quel type de besoin ça répond? Dans quel type de secteur ça s'opère? Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Alors pour ça, on a un métier formidable parce que ça s'applique à tout le monde. On n'a pas de client type, on n'a pas d'environnement type. On travaille aussi bien dans le monde de l'emploi, dans le monde de la santé. On travaille aussi dans certains process industriels, dans la gestion de l'énergie, etc. Donc la tech, ça s'applique partout. Mais là où je rejoins un peu Guillaume et ce qui a été dit précédemment, c'est que ça vient d'une décision souvent stratégique. C'est qu'à un moment donné, un dirigeant, un responsable d'entreprise va se poser la question, ok, la digitalisation, c'est aussi stratégique que mon volume de vente, que mon directeur commercial, que tel marché sur lequel je vais adresser, parce que demain, c'est des nouveaux process dans son entreprise, c'est un nouvel outil pour gagner en productivité, pour simplifier la vie du travail des collaborateurs, etc. etc. Mais en tout cas, c'est une décision stratégique et elles sont prises dans toutes les entreprises. Il n'y a pas de secteur type pour la digitalisation. Et c'est ça qui fait le sel aujourd'hui de notre activité. En tout cas, moi, ma passion, c'est qu'on va parler un jour à quelqu'un qui est dans le monde de l'emploi, qui va aller valoriser les métiers, chaînes, hôtels, restaurants, comment on recrute mieux, comment on va aller valoriser ces métiers-là. Et le lendemain, on va aller parler comment on va servir un service d'urgence dans les hôpitaux et comment on traite les patients dans un service d'urgence dans les hôpitaux. Parce que oui, derrière aussi, un médecin qui vous reçoit au service d'urgence, il y a un outil informatique qui va traiter. Vous allez au service orthopédique ou en chirurgie, etc. Mais ça vient souvent de décisions stratégiques à un moment donné. On va repenser le process et on va un peu le décortiquer pour aller mettre des outils informatiques dedans. Merci. On voit que on bascule facilement de utile à ma société à utile à la société. En tous les cas, dans la manière dont vous exposez les choses, je retiens aussi la dimension éminemment stratégique de la digitalisation, au même titre que les autres fonctions de l'entreprise. C'est probablement un sujet à préempter lorsqu'on entreprend. Lucie, une petite réaction du côté de la formation? J'ai envie de parler d'IA, désolé. D'IA, oui, je me disais bien. Mais je crois qu'il y a une actualité. Oui, quand on s'appelle Digital Campus, en même temps, il y a le mot digital. Donc l'innovation, la transfo digitale, on la vit au quotidien. Nos étudiants, finalement, la portent aussi. Ce sont les dirigeants de demain, les entrepreneurs de demain qu'on accompagne. L'IA, nous, ça fait déjà un certain temps qu'on l'a intégré dans la vie des écoles. On a 3 étages peut-être dans l'IA, nous un peu, on a 3 mantras. On parle d'IA responsable pour retrouver plein de choses que mes camarades de jeu ont déjà évoquées, donner du sens, utiliser cette IA justement de manière responsable.
aussi bien sur des plans écologiques que des plans humains, inclusifs, etc. Ça ne sert pas qu'à tricher, et quand on triche, on le fait bien. L'IA... J'avais pas songé à ça, mais effectivement... En fait, ils sont très très forts pour ça, donc attention, c'est la première... ça a été la première... C'est le premier cas d'usage. Ça a été le premier cas d'usage dans les écoles, c'est clair. On parle du chat. J'ai demandé au chat de faire mon exercice, évidemment. L'IA augmentée, c'est le fait de justement de leur apprendre comment, ce qu'on disait tout à l'heure, on va pas remplacer un poste de travail, on va pas perdre son job à cause de l'IA. Par contre, on va gagner du temps, on va être plus efficace, on va être plus pertinent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'IA augmentée. Et puis nous, on dit qu'on parle l'IA seconde langue, parce que l'IA, c'est pas des cours d'IA en soi. C'est qu'un cours de gestion de projet, il intègre l'IA. Un cours de web design, il intègre l'IA. Un cours de développement web, il intègre l'IA. L'IA, c'est tous les étages de notre pédagogie aujourd'hui. Donc, en ça, forcément, on est complètement au cœur du sujet. Et l'idée, c'est de former des futurs entrepreneurs, des futurs dirigeants, des futurs managers qui vont l'utiliser avec sens et qui vont prendre du plaisir aussi et qui vont rester, on est très human-centric, donc vraiment qui vont rester maîtres du jeu. Et c'est ça qui est important. En fait, l'IA, si on reste maître du jeu, si on reste chef d'orchestre, c'est pas un problème en fait. Mais malgré tout, alors j'entends bien les différents niveaux que vous attribuez à l'IA dans vos formations d'enseignement supérieur. D'une manière plus générale, l'impact de l'IA sur les transitions éducatives, comment vous observez ça? Comment vous anticipez ça? Comment vous vous projetez sur l'avenir? Une fois de plus, on se projette sur l'avenir en utilisant tous les outils, toutes les IA qui sont... on teste, on n'a pas peur, on avance, on n'empêche pas les étudiants d'utiliser l'IA. Et puis, on va créer dans nos écoles, dès la rentrée, des labs IA dans toutes les écoles Digital Campus qui vont permettre aussi d'accompagner tous les acteurs de la société, du plus petit au plus âgé peut-être. Dans ces labs, ils ont une vertu pédagogique, ils n'ont pas une vertu technologique, ils ont une vertu éducative, sociétale, responsable. On est une école avant tout, on est des centres de formation et on est là pour faire grandir. Et ces labs ont pour vocation et pour rôle d'accueillir à la fois, bien sûr, les étudiants de l'école qui vont continuer de les utiliser et de se former pour leur futur métier avec ces IA. Ils vont accueillir peut-être des personnes qui auront envie d'intervenir, et bienvenue à tous si vous voulez un jour venir dans nos labs. Ils vont accueillir des plus jeunes publics, peut-être des collégiens, des lycéens, pour rassurer aussi leurs enseignants et leurs parents et dire, voilà, plutôt que un jour d'être confrontés, de subir, gardons la main. Et puis les entreprises, voilà, et puis nos intervenants, bien sûr, qui se forment. Donc je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais... Ouais, ça ouvre des pistes, mais on va revenir. Merci en tous les cas pour cette première partie où on a essayé d'éclairer en quoi la tech ou la digitalisation était utile à l'entrepreneuriat, aux entreprises, aux organisations. Je vous propose dans un petit tour de piste qui va être plus rapide après avoir fait réagir Julie, d'aborder l'interaction que vous avez tous soulignée dans ces premiers témoignages autour de l'utilité à la société en quelque sorte. Mais Julie, à la lumière des témoignages, peut-être quel enseignement en tirer pour 48 heures InTech? Déjà, je leur dire merci, parce que quand on fait notre métier, c'est la force d'un collectif, et on voit à quel point il faut que toute la chaîne de valeur soit engagée, soit impliquée, que ce soit la partie formation, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit les banques, que ce soit les collectivités, que ce soit les organisations professionnelles. C'est ça, donc ça fait du bien de pouvoir l'illustrer sur une scène comme ça. Ce que j'en retiens, c'est que je pense qu'on partage tous le même combat. On a tous envie, d'une certaine manière, que cette transformation digitale, numérique, tech, après on choisit, on a beaucoup de sujets d'ailleurs sur les éléments de langage, c'est vrai, ce soit une partie commune qu'on serve le mieux possible ensemble, parce qu'en fait, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de démystification à faire, il y a beaucoup de cas d'usage.
Moi qui connais bien le monde de l'industrie, quand je vois le coq bleu aussi, je souris quand je pense à ce qu'on fait tous les jours. C'est que, en fait, l'industrie, c'est le faire. On peut toucher un produit, on peut toucher un élément, on peut toucher une matière. On a des éléments de comparaison. La tech, ça fait peur parce qu'en plus, c'est de l'immatériel. Mais c'est pas que de l'immatériel. Guillaume le disait tout à l'heure, il y a aussi tous les équipements, les solutions qui permettent de faire circuler la donnée, remonter la donnée, l'analyser. Mais il y a toujours cette défiance, en fait. Et c'est vrai que quand je les entends, je me dis qu'il y a plein d'espoir, il y a plein de leviers sur lesquels on peut agir. Et j'ai envie que 48 Heures InTech encore plus serve cette cause. Au-delà de la baseline, j'ai envie que ce soit un mouvement qui donne justement et qui prenne part, j'allais dire, à cette grande transformation. Et faire en sorte justement qu'on se dise, chaque année on verra les pas qu'on a accomplis ensemble, chaque année on verra comment dans un territoire on a soutenu, accompagné les TPE, les PME, les ETI, les grands groupes aussi, parce qu'il ne faut pas les oublier, même si on sait qu'ils sont puissants et qu'ils ont leur force d'action et que c'est toujours très différent. Et nous, on est sur les territoires et on va accompagner aussi les tout-petits, mais aussi les créateurs d'entreprises et les jeunes. Moi, je suis contente aujourd'hui de voir des jeunes. J'espère que j'en verrai de plus en plus. Et je trouve très beau ce qui a été dit sur le fait que justement, on remette les jeunes aussi au milieu et c'est le jeune qui devient le sachant. Et c'est ça aussi, c'est ce transfert d'informations, de compétences. Je trouve que le numérique, il permet de faire tous ces pas, finalement. Il remet l'humain au centre, il lui redonne de la valeur dans sa décision. Il transforme aussi la façon dont presque le jeu de pouvoir se fait. Et c'est ça que je trouve magique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que du beau. Et ça, il faut aussi avoir cette réalité. Et ça, il faut aussi qu'on la traite. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'on dise aussi les dangers, les risques, les peurs. Mais voilà, moi j'ai envie de jouer cette partie commune avec vous et je vous dis merci parce que je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le redire après. Et voilà, et je vous attends nombreux le 4, 5, 6 novembre à Rennes. On va tenter d'y revenir quand même malgré tout. Julien, une réaction. J'ai eu écho de ce, alors je ne sais plus comment vous l'appelez, je crois que c'est le tour de la Deep Tech ou la Deep Tech Campus. Toujours est-il qu'il y a eu une initiative de BPI de nouveau remarquable. Et là, pour le coup, on est au cœur des enjeux de société parce que si j'ai bien lu, il s'agit d'innover pour changer notre société, de nouvelles façons de se déplacer, de consommer, de se nourrir, de se soigner, de réduire son impact écologique. Vous pouvez nous dire ce qu'il en est précisément ? Oui, il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a un projet qu'on appelle Demain, qui est en fait une réflexion sur les 11 grands enjeux du monde de demain, qui est porté par des collaborateurs de BPI France, qui animent tout un écosystème autour de ce qu'on appelle une matrice, un peu vulgairement, mais en fait d'un sous-domaine de l'enjeu. Donc si je prends mieux se nourrir, quelqu'un chez nous va décider de travailler sur la protéine du futur, et là il va aller voir 40 entreprises, des experts, et travailler pendant 3 mois et demi et comprendre le sujet, nous donner une vision de ce sujet pour la maison, mais aussi pour l'externe, puisque maintenant on communique beaucoup sur les visions qui sont développées autour de demain. Ça, c'est un programme, mais c'est vrai que cette réflexion, elle nous a amené à se dire, Nicolas Dufourcq, notre président, aime bien dire que la France est un petit pays, mais profond. On est deep, d'où la deep tech, et l'idée, c'est d'aller chercher, en fait, la quantité de thèses de recherche qui sont produites par les laboratoires de recherche dans les universités, dans les SAT, au CNES, enfin au CNRS, et d'aller pousser ces chercheurs à franchir le pas d'industrialiser leur thèse de recherche. Donc on finance tout l'amorçage, c'est-à-dire toute la phase de recherche et développement pour celles et ceux qui veulent y aller. On les présente aussi à des entrepreneurs qui ont le côté plus business. Et puis bien sûr, une fois que c'est sur le marché, on finance toutes les phases de développement et de croissance de l'entreprise. Donc pour faire ça, on fait un tour, c'est vrai, dans toutes les universités de France. Depuis 4 ans maintenant, le Deep Tech Tour, on le fait. Mais ce qui est intéressant dans tout ce phénomène, c'est qu'on voit bien, et je refais lien avec 48 Heures InTech et la digitalisation en général, c'est que l'un des intérêts de digitaliser son entreprise, c'est aussi d'être très vite national et international. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises... C'est un levier d'accélération. C'est un levier d'accélération. Les entreprises naissent internationales par le digital de manière beaucoup plus simple. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est plus simple que ça ne l'était quand on n'avait pas tous les outils de digital pour vendre, pour exporter, pour livrer, pour commander, pour faire tout ce qu'on peut faire. Et dans le contexte mondial, faut pas oublier qu'on est un tout petit pays.
Donc déjà, il ne faut pas oublier que étant un petit pays nous-mêmes, la France, il faut aussi qu'on se dise que chaque initiative doit être nationale. Et ce que j'aime dans 48 Heures InTech, c'est qu'on est dans une initiative qui va être à Rennes, ici, dans ce lieu, mais qui va avoir un aura national, qui va faire briller l'ensemble des énergies qui sont dans le territoire breton, au niveau du pays, et j'espère que tout le pays sera présent aussi à 48 Heures InTech avec vous pour qu'on puisse montrer aussi la force de ce que vous êtes capable de faire dans la région et la montrer au monde et pas simplement ni à la région ni au pays. Eh bien, on vous croit sur parole. Il reste 0 seconde. C'est même parti à compte à rebours. Nous retenons, Julien, que tout le pays sera à Rennes du 4 au 6 novembre prochain pour 48 Heures InTech. Merci de votre écoute. Merci de vos contributions. 48 Heures InTech, des solutions digitales utiles à ma société et à la société. Merci bien.